Le 7e siècle, je crois vous l'avoir déjà dit, est sûrement celui de toute notre histoire dont nous avons conservé le moins de témoignages littéraires. Alors certes, aux marges de l'Europe, il y a encore quelques lumières qui persistent à scintiller. À l'extrême sud, l'œuvre encyclopédique magistrale de l'évêque de Séville, Isidore, mort en 636, et dont l'encyclopédie intitulée Les origines ou les étymologies est vraiment le fondement de tout savoir scientifique médiéval jusque vers la fin du XIIe siècle. Donc au sud Isidore, au nord-ouest, à l'extrême nord-ouest, l'œuvre du moine saxon Bède, au nord de l'Angleterre, Bède qui meurt en 735, Bède à l'œuvre non moins encyclopédique et non moins magistrale que celle d'Isidore. Mais du fait du désordre politique et du fait de la rupture des communications entre les États, les royaumes, du fait du quasi-anéantissement des structures scolaires, ces lumières périphériques ne sont condamnées à éclairer que des secteurs géographiques restreints. En fait, et je file encore la métaphore, sont ces lumières qui vont embraser l'esprit de renaissance ou de reconquête du savoir qui va se manifester avec l'avènement de la dynastie carolingienne à la fin du 8e siècle. Alors, avant d'entrer en matière sur notre sujet, quelques mots peut-être, quelques rappels ou informations sur ce qu'on appelle parfois la Renaissance carolingienne. Je crois qu'il faut se garder de l'équivoque induite par les mots ou par leur similitude. Plutôt en effet qu'une renaissance au sens où on parlera de renaissance au XIIe siècle, ou encore, bien sûr, encore plus de la grande renaissance des XVe, XVIIe siècles, des renaissances qui se projettent vers l'avenir, qui se nourrissent d'idées neuves sur les rapports entre l'homme et le monde. Celle-ci, la Renaissance carolingienne, se pense d'abord comme reconstitution, réformatio, c'est le terme que l'on utilise à l'époque, comme restauration, si vous voulez. Restauration est aussi un terme employé dans ce contexte. Il ne s'agit au fond pour Charlemagne et pour ses successeurs de rien d'autre que de rétablir dans toute sa grandeur matérielle et morale, l'empire chrétien du IVe siècle, c'est-à-dire, si vous voulez, la cité terrestre conçue ou rêvée par saint Augustin, ou du moins dans l'interprétation qu'on donne alors de l'œuvre de saint Augustin, cité terrestre comme pendant, comme symétrique terrestre de la cité de Dieu, c'est-à-dire une entité sociale et politique unifiée, hiérarchisée et harmonieuse. Je crois que les trois adjectifs sont importants pour définir le rêve carolingien. Une entité sociale et politique unifiée, hiérarchisée et harmonieuse. Nous sommes une sorte de cosmos à l'échelle humaine où chaque individu a sa place marquée et concourt à l'organisation parfaite de l'ensemble. Alors, cette utopie qui ne sera en fait jamais totalement réalisée, et qui en tout cas s'effondrera en moins d'un siècle, se fonde d'abord, bien sûr, sur des conditions matérielles. La victoire militaire qui permet au nouvel empereur d'assujettir à son autorité toutes les monarchies tribales, enfin c'est peut-être un peu excessif de parler de monarchie tribale, mais enfin c'est monarchies claniques de Gaule, d'Italie, de la partie occidentale de l'Allemagne. La réorganisation, la centralisation de l'administration, de la fiscalité, de l'armée, du service militaire. Mais cette utopie s'appuie aussi sur des conditions idéologiques. Il s'agit, pour le dire d'un mot, de faire obstacle aux tendances centrifuges que l'émiettement de l'Europe en plusieurs royaumes barbares avait rendu possible. Et donc, pour obvier à ces dérives, on va d'abord opérer une réforme linguistique. Il s'agit en effet que toute la cité,
bien sûr, quand je dis toute la cité, il faut entendre simplement ceux qui comptent dans la cité, hein. Les modestes paysans illettrés, on n'en parle pas, ils n'ont même pas voix au chapitre. Il s'agit donc que toute la cité s'exprime d'une même voix. Or, en l'absence de normes grammaticales écrites, cette condition n'était plus réalisée. Le latin, dont on ne faisait plus qu'un usage oral, ou presque plus qu'un usage oral, avait ainsi évolué dans des directions plutôt divergentes dans les diverses parties du monde, de l'Europe, selon la forme des gosiers, au fond, qu'il prononçait. D'où nécessité de rétablissement d'une norme. Ceci également peut-être d'abord à des fins liturgiques. En effet, le flou linguistique entraîne le risque de la diversité, de la diversification des rites et des rituels, qui est un facteur d'hérésie potentielle. Donc, cette dernière considération et la fonction non seulement unitaire mais sacrée de la langue explique pourquoi le dénominateur commun que l'on va adopter n'est pas la langue maternelle de l'empereur, un dialecte germanique, mais la langue de l'Église, le latin. Enfin, c'est une des raisons qui explique le choix, ce qui n'était pas forcément donné d'avance, du latin qui, comme vous le savez, c'est pour ça qu'on est là ici d'ailleurs aujourd'hui, sera pendant des siècles la langue de communication des savants. De grands intellectuels sont donc chargés par Charlemagne du rétablissement de cette norme, une norme qui va passer par le retour aux textes classiques, comme chacun sait, les textes classiques dont on va tirer des modèles d'écriture. Et c'est de cet effort, je le dis très vite, vous avez l'occasion de l'entendre ailleurs, que de cet effort que naît le latin médiéval, langue vivante sans être langue maternelle, langue apprise sans être une langue morte. Alors, j'ai parlé des intellectuels qui étaient les agents de cette restauration. Charlemagne lui-même est très intelligent, certainement, mais il est peu cultivé. Donc il parle plusieurs langues, quand même, le germanique, une sorte de latin. Il sait lire, mais il ne sait pas écrire. Et son biographe, Égina, nous rapporte la scène émouvante où on voit que Charlemagne âgé, le vieux Charlemagne, a caché une ardoise, enfin une tablette de cire sous son oreiller. Et puis quand il a des insomnies, la nuit, il prend son stylet, sa tablette de cire, et il essaye de tracer des bâtons, il essaye d'apprendre à écrire. Mais vous avez passé un certain âge, c'est un apprentissage qui n'est pas commode. Voilà, donc, bon, peu importe les compétences propres de Charlemagne, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a en tout cas la volonté politique forte de réussir cette révolution culturelle. Et il va savoir faire appel, et il va savoir s'en remettre aux plus grands esprits de son temps, des gens qui sont le plus souvent venus de ces régions périphériques où une certaine tradition de culture avait perduré. L'Italie lombarde, tout d'abord, à travers la personnalité de gens donc, qui viennent à la cour de Charlemagne, comme Paul Diacre ou encore comme Paulin d'Aquilée, qui sont tous les deux originaires du Frioul, c'est-à-dire du nord-est de l'Italie, c'est-à-dire, c'est également la région, vous vous en souvenez, d'où était originaire Fortuna. De l'Espagne visigothique aussi. L'Espagne a été conquise par les Visigoths et l'exégète et poète Théodulphe est un Espagnol qui vient à la cour de Charlemagne. Et puis alors surtout des îles britanniques, le rôle essentiel est joué par l'anglo-saxon Alcuin. Alcuin qui vient d'York, donc du nord-est de l'Angleterre, et qui est lui-même l'élève d'un élève de Bède. On peut reconstituer comme ça le lignage. Et Alcuin qui joue vraiment, sans en avoir le titre, bien sûr, le rôle de ministre de la culture et des cultes chez la cour de Charlemagne. Cette réforme culturelle, elle va d'autre part avoir pour instrument ou prendre appui sur le réseau des monastères bénédictins. Alors dans les monastères, au 8e siècle, donc après l'époque de Fortuna, le niveau culturel est assez médiocre. Les moines consacrent surtout leur temps à la prière ou encore, sauf quelques exceptions, au travail manuel.
La grande réforme ecclésiastique des années 816 et 817, qui est due notamment à un conseiller non pas de Charlemagne mais de son fils Louis le Pieux, un certain Benoît d'Agnan, donc originaire du Languedoc. Cette réforme va d'une part avoir pour objectif de revenir, comme toutes les réformes, à la pureté de la règle, mais surtout va tendre à valoriser le travail intellectuel qu'au fond, la règle de Saint-Benoît auquel la règle de Saint-Benoît n'accordait pas une importance très, très considérable. Valorisation du travail intellectuel qui passe par notamment le travail de copie. C'est aux moines carolingiens que nous devons d'avoir conservé le texte des classiques latins. Bon, pas Virgile parce qu'on a les manuscrits antiques, mais beaucoup d'autres auteurs, Cicéron, Horace, Sallust, Ovide dans une certaine mesure, etc. Beaucoup d'autres ne nous sont aujourd'hui accessibles que parce que des moines du IXe siècle les ont transcrits. Alors ils les ont transcrits non pas, certes, par adhésion au paganisme, mais parce qu'ils fournissaient des modèles de latin, d'écriture élégants. Le rôle du monastère à l'époque est aussi un rôle enseignant. Hein, on dit que Charlemagne a inventé l'école, à vrai dire, il a confié l'enseignement au monastère. Et les grands monastères carolingiens, dont l'école est ouverte aux nobles laïcs, sont un petit peu, si vous voulez, ces grands monastères comme Saint-Riquier ou d'autres, l'équivalent au fond de ce que serait des collèges comme Eton ou comme l'École nationale d'administration en France aussi. S'il faut évidemment transposer. Alors c'est dans les deux milieux dont je viens d'esquisser les traits, c'est voir la cour et les monastères, que l'on voit ressurgir avec beaucoup de force et d'éclat notre thème de l'amitié, avec des inflexions de part et d'autre un petit peu différentes. Je vais donc examiner tour à tour l'une et l'autre. La cour, tout d'abord. La cour rassemble autour du prince, dans son palais d'Aix-la-Chapelle, donc les grands savants, dont je viens de nommer quelques-uns, personne encore, c'est ce qu'on appelle parfois l'Académie palatine, donc l'Académie du Palais, d'un terme sans doute anachronique, mais qui me semble assez approprié. L'Académie, c'était l'école de Platon et de ses disciples, le lieu où ont fleuri les dialogues socratiques de Platon. De la même façon, notre milieu curial du IXe siècle est un tout petit groupe, un tout petit milieu où tout le monde se connaît, tout le monde paraît entretenir des relations mutuelles, à la fois spirituelles et à peu près cordiales. Donc, une sorte de communauté, une sorte de fraternité d'esprit qui est cimentée par l'enthousiasme de la redécouverte des beaux textes, également par l'enseignement mutuel que l'on se procure l'un à l'autre. Vous voyez ce qu'il en était, dans le beau passage du livre 4 des Confessions que j'ai lu il y a quelques semaines, Augustin disait des échanges spirituels au sens d'enrichissant l'esprit entre des amis. À ce niveau d'échange, entre des personnes qui, d'ailleurs, n'ont pas toujours nécessairement de fonction officielle. Alcuin ne sera nommé abbé de Saint-Martin de Tours que tout à fait à la fin de sa carrière, mais simplement, sans ça, il n'a pas un titre, un rang marqué à la cour de l'empereur, même si c'est le personnage le plus important de la cour. Donc à ce niveau d'échange entre des personnes qui n'ont pas toujours de fonction officielle, mais qui sont unies et par la volonté du prince et par un commun appétit de savoir, tout le monde semble, enfin c'est du moins la façon idéale dont les textes le présentent, tout le monde semble plus ou moins sur un pied d'égalité. J'en prends un exemple, un premier exemple. Le dialogue sur la rhétorique et les vertus, De Rhetorica et Virtutibus, dialogue sur la rhétorique et les vertus composé par Alcuin. Alors, il s'agit en fait d'un manuel du bon gouvernement à l'intention de Charlemagne.
Manuel qui s'inspire d'ailleurs très largement de l'ouvrage de Cicéron intitulé Le De Inventione, donc c'est un manuel de rhétorique que Alcuin cite, dont Alcuin cite de très larges extraits dans son dialogue, mais en les réorientant dans un sens plus pratique, celui de du bon usage du pouvoir politique et judiciaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme son titre de dialogue l'indique, cet ouvrage pédagogique met en scène deux personnages, un maître et un élève. Le maître, c'est Alcuin, Magister Albinus, donc il est parfois aussi appelé Albin. L'élève, c'est l'empereur en personne. Alors, ce qui est remarquable, c'est le ton de leurs échanges. Le premier l'emporte par le savoir, le second par le pouvoir. Chacun est donc éminent dans son ordre et reconnaît l'éminence de l'autre dans le sien. D'où un dialogue qui n'est absolument pas marqué par la servilité, par la flatterie, par l'obséquiosité ou par l'autorité brutale, mais par une déférence courtoise de part et d'autre, un respect et une franchise mutuelle où l'expérience de chacun, donc expérience politique et judiciaire d'un côté, expérience érudite et livresque de l'autre, l'expérience de chacun se nourrit de celle de l'autre. Donc on aurait pu vous en présenter des extraits où on voit à la fois familiarité, politesse entre l'empereur et son maître. Le dialogue, comme l'épistolographie, comme la lettre, d'ailleurs on en reparlera prochainement, le dialogue est un genre humaniste. Ce dialogue, en tout cas, retrouve la tradition cicéronienne, à la différence de ce qu'on a parfois vu fleurir dans la littérature chrétienne de l'Antiquité tardive, à savoir des dialogues apologétiques où il s'agit d'écraser les positions de l'autre. Là, on est vraiment en présence d'une recherche d'harmonie qui s'épaule mutuellement et qui se construit à travers les répliques de l'un et de l'autre. Alors ce dialogue débouche sur, comme d'ailleurs le De Inventione, ce dialogue débouche sur une description des 4 vertus stoïciennes que vous connaissez, la prudence, la justice, la force et la tempérance, quadrige bien célèbre, vertus stoïciennes que la maîtrise du savoir rhétorique doit permettre au souverain de posséder et de mettre en œuvre. Et pour Alcuin, l'amitié est une sous-partie de la vertu de justice. C'est la bienveillance que le roi doit avoir pour ses subordonnés et la reconnaissance qu'il leur témoigne pour les services rendus. Donc une amitié qui a surtout dans ce cadre politique, encore une fois, une dimension sociale. Je note toutefois, remarque lexicale je crois importante, que chez Alcuin et en général, le terme qui désigne à la fois la bienveillance et la reconnaissance, bienveillance pour les subordonnés, reconnaissance pour les services rendus, ce terme c'est gratia. Gratia, la grâce, la faveur, un mot qui, dans le vocabulaire chrétien, a bien sûr une très grande force. Qu'est-ce que c'est en effet que la grâce au sens théologique du terme? Qu'est-ce que c'est que la grâce, sinon l'amitié désintéressée que Dieu manifeste envers les hommes et à leur profit? La grâce que Dieu dont l'empereur est l'image terrestre, offre aux hommes. Alors, toujours au chapitre de la cour, un second exemple, mais sur un mode beaucoup plus léger. À côté, si vous voulez faire circuler ce texte, je vous remercie. À côté de leur entreprise grandiose de reconstruction d'une civilisation, les hommes dont j'ai parlé s'accordent aussi des moments de délassement. Ils se livrent dans ce cadre à des jeux à la fois puérils et intellectuels, des jeux poétiques, empreints de cette politesse souvent affectueuse, parfois un peu ironique, qui caractérise leur rapport. Et c'est ainsi, par exemple, qu'au sein de cette académie, entre guillemets,
il s'affuble de sobriquets mélioratifs. C'est ainsi que Charlemagne est surnommé David, hein, du nom du roi David. Alcuin, c'est Flaccus. Alors Flaccus, c'est Horace, c'est le cognomen d'Horace. Donc Alcuin, c'est le sage Horace. Le comte Angilbert qui est le gendre de Charlemagne et qui est, semble-t-il, l'auteur d'une épopée à sa gloire, le comte Angilbert est surnommé Homère. Un autre personnage, encore un certain Maudouin, qui est l'auteur de poèmes d'inspiration assez légère, est surnommé Naso, Nason, c'est-à-dire Ovide. Naso est le cognomen d'Ovide. Et ainsi de suite. Hein. Donc, des surnoms comme ça, qui est, me semble-t-il, un phénomène assez caractéristique des petites coteries savantes qu'on retrouvera par exemple chez les poètes de la Pléiade. Ces jeux brillants et un peu pédants transparaissent en particulier par l'échange de lettres en vers, retrouvant au fond l'inspiration légère de Fortunat, de certains poètes du IVe siècle, comme Ozone, comme Paulin, ou encore, peut-être un peu plus lointainement, l'inspiration d'Ovide. Alors ces textes, donc il y en a plusieurs gros volumes qui ont été publiés dans la collection intitulée Les Monumenta Germaniae Historica, donc grosse collection de textes. Ces textes, donc composés selon les règles et dans les formes classiques, manifestent une sorte de complicité, une sorte de connivence en érudition et ne sont pas toujours dépourvus d'humour. Voilà donc l'exemple que j'avais annoncé. C'est un texte d'Alcuin, et Alcuin y morigène gentiment un de ses jeunes élèves qui, en son absence, s'est détourné de ses chères études pour faire les 400 coups. Alors, j'ai extrait la copie de ce texte de la belle anthologie de la poésie carolingienne de M. Peter Godman. Vous avez en regard une traduction anglaise avec laquelle je ne suis pas toujours absolument d'accord à 100%, bien que l'ensemble, je l'admette, mais je vous en donne quand même, si vous voulez, une lecture, enfin une traduction un petit peu plus pédestre peut-être, mais peut-être aussi plus littérale en français. Voilà. Ton ami Alcuin, après avoir échappé à la fureur des ondes grâce à la miséricorde du Dieu qui trône dans les hauteurs, était revenu désireux de t'adresser des poèmes composés à l'étranger au Corydon, bien 12 amis. Alors Corydon est un pseudonyme là aussi, bien sûr. Le vrai nom du jeune élève, c'est Dodon. On verra tout à l'heure pourquoi il est surnommé Corydon. Tel l'oiseau qui, se jouant, plane au-dessus des flots sonores, tu volettes en tout lieu dans les vastes palais des rois, toi qui, dès tes tendres années, as sucé de tes lèvres le lait des livres de sagesse et ses augustes seins. Les années passant, à mesure que tu croissais en âge, tu pris l'habitude d'alimenter ton cœur, oui, de nourriture solide, et de tirer des trésors des classiques la boisson d'un vin fort. Toute chose s'ouvrait à ton intelligence. Alors ça, c'est l'idée d'une progression intellectuelle en termes d'évolution dans l'alimentation, si je puis dire, c'est un topos, hein, c'est tout à fait classique. Les premiers rudiments, les premières choses qu'on apprend à l'école sont douces et peu consistantes comme le lait, et à mesure qu'on commence à s'agrir, à avoir des dents, eh bien, on peut passer au pain et au vin. Je poursuis ma traduction. Enfin, on va voir ce que fait de cela Alcuin. Il continue d'abord son éloge. Tout ce que les anciens ont autrefois découvert, ton noble cœur te le révèle. La Sainte Écriture se dévoile dans tes discours lorsque ta voix résonne sous les voûtes sacrées. Faut-il aujourd'hui rappeler, ô poète, les vers par toi composés à l'école, toi qui étais capable de l'emporter sur tous les vieillards. Alors ça aussi, c'est un topos, hein, ce qu'on appelle le topos du puer senex, c'est-à-dire quand on veut faire l'éloge d'un jeune homme, on dit qu'il est plus sage que les vieillards, c'est l'image du Christ parmi les docteurs, si vous voulez. Ton corps entier, jusqu'aux cheveux, était musique.
Aujourd'hui, ta langue est silencieuse, reste silencieuse, pardon. Pourquoi reste-t-elle silencieuse? Ta langue n'est-elle plus capable même de chanter un poème? Est-elle donc, à ce que je crois, endormie, Corydon? C'est mon cher Corydon lui-même, jadis un savant, qui dort, assoupi par le vin. Maudit sois-tu, vieux Bacchus, maudit sois-tu d'essayer d'abattre une sainte intelligence et de contraindre au silence mon ami Corydon. Corydon ivre erre parmi les salles du palais, alors on le voyait un peu plus haut voler d'une altière au-dessus de ce palais. Corydon ivre erre, en titubant, enfin, parmi les salles du palais, oublieux d'Alcuin, oublieux aussi de lui-même. À la rencontre de son père, c'est Alcuin qui revient, il n'a pas adressé de poème qui lui dise « Salut ». À toi donc, adieu. Corydon est un rustre, citation de Virgile, Corydon est un rustre, comme l'a dit un jour Virgile le prophète, tu es un rustre, Corydon. Mais un autre, le poète Nason, avait dit de façon plus juste, Corydon est un prêtre. Au revoir, pour toujours. Alors, je dois avouer que le sens de la pointe finale m'échappe un petit peu. Est-ce qu'il faut y voir une réflexion mordante de Nason, Nason qui serait le poète maudouin contre les mœurs cléricales? En tout cas, bon, je pense qu'on peut goûter l'élégance enjouée du poème avec ce contraste entre l'évocation hyperbolique, exagérée sans doute, des dons précoces du jeune élève, toutes ces images, et le désappointement dans la même proportion que suscite sa déchéance. Un autre poème d'Alcuin, d'ailleurs un poème plus célèbre, les Versus des Cuculos, le poème sur le coucou. Cet autre poème d'Alcuin, qui parle aussi du même personnage, met en scène la même situation sous forme d'apologue, et on y voit le maître avec une sollicitude tout à fait paternelle, et vraiment émouvante d'ailleurs, essayer de ramener au nid le jeune oisillon égaré. Ce texte, comme celui que je viens d'essayer de traduire, ce texte n'est pleinement compréhensible qu'à travers l'élucidation des références virgiliennes. En poésie, Virgile est vraiment le grand maître de l'époque, en particulier le grand maître d'Alcuin. Les deux textes, en effet, aussi bien les Versus des Cuculos que notre poème, dont j'ai oublié le numéro, peu importe, les deux textes, donc, renvoie au bucolique, au texte des bucoliques. Ici, il y a à la fois la quatrième bucolique avec l'identification de Virgile à un prophète. Il y a tout un mythe médiéval, parce que dans la quatrième bucolique, Virgile annonce le retour de l'âge d'or et annonce que ce retour de l'âge d'or sera marqué par la naissance d'un enfant merveilleux. Alors certains exégètes chrétiens de la fin de l'Antiquité ont identifié l'enfant merveilleux au Christ et ont fait de Virgile un prophète. Vous voyez ici qu'entre cette hypothèse sacrée, dont je ne suis pas sûr qu'Alcuin la reprenne à son compte, et l'évocation dans notre texte du prophète Virgile, Virgile qui aurait prophétisé que le jeune élève d'Odon, Corydon, serait un rustre, ivrogne, etc. Il y a évidemment une tension un peu humoristique. Mais alors, surtout, donc, le deuxième intertexte, la deuxième référence virgilienne, c'était la deuxième bucolique, deuxième bucolique dont est extrait d'ailleurs l'hémistiche Rusticus est Corydon, et deuxième bucolique qui met en scène un personnage nommé Corydon, et sa passion homosexuelle et malheureuse de ce berger pour un pâtre charmant. Alors, est-ce que c'est de ce type de relation qu'il est question ici entre Alcuin et son élève? Je me bornerai donc provisoirement et prudemment à souligner que ici, et même plus nettement dans bien d'autres textes, comme nous le verrons, la relation très importante entre un maître et un élève, entre le maître et son jeune disciple, s'exprime dans les premiers siècles du Moyen-Âge en des termes dont la véhémence confine, si on ne les remet pas en situation, si on les lit avec les yeux d'aujourd'hui, confine donc à l'équivoque.